Alors maintenant, je vais appeler Nicole Philibert et Nathalie Gros pour nous parler effectivement de la Maison des 10 pour tous. Parce que dans cette maison, c'est effectivement la première des choses qu'on a envie de vous apprendre, c'est une exposition sur le cerveau et mieux comprendre le cerveau. Vous comprenez pourquoi on lui laisse tout faire. Elle est irremplaçable. Allez. Allez, c'est parti. C'est bon ? Ouais. Vas-y. Alors, la Maison des 10, c'est un projet qui est né de la Grande Cause régionale de 2017. Au début, c'était la Maison des 10 pour les 10. Seulement, les troubles 10, eh bien, c'est le socle commun, entre guillemets, de tous les troubles du neurodéveloppement. Quand on a des troubles du spectre de l'autisme, on peut avoir en plus des troubles 10. Quand on a des troubles du développement intellectuel, on peut avoir aussi en plus des troubles 10. Donc, ce qu'on va apprendre pour les 10 dans cette maison, c'est vraiment utile à tous. Et ce qu'on veut à travers cette maison, c'est changer le regard. Parce que ce n'est pas le regard d'une personne qui doit changer, c'est le regard de toute la société sur la neurodiversité. On est tous, les cerveaux, enfin ce que vous avez vu déjà, c'est des prises de parole qu'il faut voir la complexité du cerveau. Ce n'est pas parce qu'on a un cerveau qui ne fonctionne pas de la même façon que les autres qu'il est anormal. Il est atypique, son fonctionnement est atypique par rapport aux normes que la société a établies. Donc il y a une question de normes, et nous, ce qu'on voudrait faire voir, c'est que tout le monde a des capacités. Et c'est ça notre maison de la neurodiversité. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie pour un petit peu d'histoire. Alors l'histoire commence Alors je dis toujours que ça commence en 2001 en France, mais il y a eu un travail assez acharné bien avant. Mais 2001, c'est un point de départ des pouvoirs publics qui reconnaît qu'il faut faire quelque chose pour les troubles du langage oral et écrit. Donc c'est le fameux plan de langage, communément appelé Jean-Charles Ringard pour l'éducation nationale et Florence Weber qui représentait le ministère de la Santé. Donc la particularité, c'est que c'est l'alliance du ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. Est nés les centres de référence, les réseaux, et ça c'est important de le dire. Après, il y a eu plusieurs lois. La loi 2005 qui a reconnu les 10 dans le champ du handicap cognitif. Donc 2001, vous avez compris, les plans langage. 2 ans plus tard, tout est saturé. Plus de 13 mois d'attente pour accéder au centre de référence. La loi 2005 reconnaît les 10 dans le champ du handicap. En 2008-2009, on sature les maisons départementales pour les personnes handicapées. Là, il y a une forte volonté de sortir les dyslexiques parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'AESH, ils ont besoin beaucoup d'adaptation et d'aménagement pédagogique. Vous voyez, très très vite, on sature parce que le nombre de 5%, enfin on peut débattre sur les pourcentages, nous on se repose que sur des chiffres internationaux en France, puisqu'en France, on ne fait pas ce travail de dénombrer le nombre de personnes. Et on se repose aussi sur ce que disent les chercheurs et le monde de la santé. Parce que les chiffres de l'éducation nationale, on est loin de ces pourcentages quand on est dénombré à travers les plans. Donc après, il y a une multitude de choses. Il y a 2013, où il y a la loi de l'orientation et la refondation de l'école, il y a eu des grands débats, est né le plan d'accompagnement personnalisé pour sortir du guépan du PPS qui était inaccessible pour ceux qui avaient juste besoin des aménagements pédagogiques. Donc vous voyez, il se passe du temps. 2018, on a encore la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel. 2019, c'est l'école de la confiance. Donc il y a toujours quelque chose qui ramène pour garantir les savoirs fondamentaux. Mais dès les années 2000, on disait l'école ne doit pas casser, ne doit pas détruire une personne. Et on est toujours là-dedans, dans cette souffrance qu'ont les 10 au sein de l'institution. Donc ce qui est important de rappeler, le code de l'éducation, l'égalité des chances. On parle d'équité, non ? Parce que l'équité, voilà. Pas de harcèlement. Et ça, on avait pointé ça avant le Covid. On savait que le harcèlement, les violences étaient très importantes pour nos publics. Et puis, évidemment, de rappeler le rôle de chacun.
Surtout dans la communauté éducative, c'est là où les parents font vraiment partie de la communauté éducative, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans la vraie vie. Ensuite, on a eu une stratégie nationale avant 2023 qui était pour les spectres, les TSA, le spectre de l'autisme. Et nous, on y était à 3 titres. C'est-à-dire on a participé à cette stratégie pour la recherche, c'était les promesses, la recherche, le repérage et la formation. C'est 3 socles qui justifiaient que l'ensemble des troubles neuromentaux pouvaient se mettre autour de la table. Voilà. En 2023, il a été acté que cette stratégie serait enfin que pour l'ensemble des troubles neuromentaux, y compris pour les 10. Le souci, c'est qu'elle va jusqu'en 2027 et on ne sait pas si elle va être reconduite. Qu'est-ce qui va se passer après 2027 ? Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut notre maison des 10 pour tous, pour que l'élan qui a été impulsé jusque-là puisse perdurer, quel que soit l'avenir de la France. Alors, vous avez reçu un petit livret. L'année passée, vous en aviez eu un, on racontait une belle histoire. Cette année, on rentre dans le vif du sujet, puis on va vous parler de chiffres. On va déjà parler de l'enquête qu'il y a eu par le biais de la FIPIS. Avec Poppins, ici présent. Avec Poppins. La première enquête qu'on avait lancée, c'était le parcours de santé. On voulait pointer les manques ou ce qui fonctionne bien. Et là, on a voulu s'inscrire sur la notion de santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on voulait pointer si on a, chaque année, on dit, le repérage, il y en a de plus en plus, etc. Mais il n'y a pas assez d'orthophonie. Donc, s'il n'y a pas de prise en charge, qu'est-ce qui se passe ? Si l'école ne se saisit pas, n'adapte pas pédagogiquement, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, on a pointé sur la scolarité, le bien-être, la santé mentale, et également sur les difficultés que peut générer tout cela sur l'insertion professionnelle. Alors, vous l'avez en raccourci dans le livret. Ce qui est intéressant dans ce livret, c'est la page d'après, c'est le chiffre qui est mis. Le coût des TND, c'est 28 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est Fine qui l'avait mis sur son site, j'ai fait du copier-coller. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais aller voir, merci l'IA, je vais aller voir un petit peu plus loin. C'était une étude qui est parue donc, pendant la stratégie nationale TND, pour les TND en 2024. Puis je me suis aperçu qu'ils avaient pris une base de 2 à 3 millions de personnes, soit 3 à 4% de la population. Quand on parle de stratégie nationale pour les TND, c'est 1 personne sur 6. C'est 16,7% de la population. Donc, dans cette évaluation, il y a eu des oublis. Mais c'est naturel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur l'autisme, enfin sur les TSA, sur les TDI, sur des cas bien spécifiques, et il y a eu peu de recherches sur les 10. Et si on extrapole, on se rend compte que là, encore une fois, c'est la partie visible de l'iceberg qui est prise en considération, mais ce n'est pas tout l'iceberg des TND qui est pris en considération. Et surtout, là, ils estiment un coût de 28 milliards d'euros pour de 3 à 4% de la population. Si on extrapole avec une règle de 3, ça ferait 125 milliards d'euros par an. On ne peut pas ni prendre l'un, ni prendre l'autre. La règle de 3, ça ne marche pas. Combien ça coûte ? Finalement, on ne sait pas. On ne le sait pas. On sait simplement que c'est des chiffres qui sont énormes, mais lesquels on ne sait pas. Alors, la raison, elle est là. Je vais peut-être repasser la parole à Nathalie, mais il faut qu'elle se dépêche parce que le temps passe. Alors, ce que je voulais dire par rapport aux chiffres précédents, même s'il faut que je me dépêche, c'est que pour les plateformes de coordination d'orientation, dès le départ, on était en bataille sur les chiffres avec le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient dépister ou aider que les plus sévères. Et nous, on pense qu'un dyslexique, tout simple dyslexique, sans TDAH, un tout petit, il n'a que ça, ça peut être très embêtant dans la vie de tous les jours de ne pas savoir bien lire, de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir remplir des dossiers administratifs. Donc le côté sévère, moins sévère, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Est-ce que c'est le cumul des troubles ? Oui, c'est plus sévère, mais un seul trouble peut être très sévère. Et donc les fameux 5% que vous voyez apparaître partout, c'était pour pointer que les plus sévères.
y compris le TSA. Voilà. Donc vous voyez que c'était une histoire budgétaire, c'est normal, hein, on peut le comprendre. Et nous, notre souci, c'est qu'à travers tous les trucs qui peuvent se remplir pour orienter les personnes vers des plateformes de coordination dont la prise en charge, le reste à charge est à zéro. Pour nous, notre souci, c'est de ne pas éliminer des personnes qui vont être très, très embêtées après, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un diagnostic et un accompagnement derrière. Donc du coup, donc il y a 2 colonnes. La première, c'est la stratégie préparatoire, enfin c'est le document préparatoire à la stratégie pour les TND, qui fait remarquer que les troubles 10 continuent à être nettement moins étudiés que les autres TND. La seconde, c'est les actes du premier colloque qui dit, organisé par le comité scientifique de la FF10, qui a eu lieu cette année, qui dit que les troubles 10, les recherches sont parfois méconnues et pour certains troubles peu nombreuses. La majorité des financements de recherche sont absorbés par l'autisme, le TDAH et les maladies génétiques rares. Donc, comment peut-on parler de troubles 10 si on n'a pas de recherche suffisante sur lesquelles s'appuyer? Et par la Maison des 10, on va y revenir, on voudrait aider, participer à rétablir cet équilibre. Ce n'est pas prendre de l'argent à l'un, ce n'est pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est pour essayer de dire tout le monde doit avoir sa chance et ce qui va servir à l'un va servir à l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle la Maison des 10 pour tous. C'est dans cet état d'esprit qu'on l'a bâti. Voilà. Donc les mesures politiques à l'heure actuelle, elles sont incomplètes et mal adaptées parce que ça donne un accompagnement insuffisant, parce qu'on manque de recherche. Puis, à propos d'un trouble 10, je ne lui repasse pas la parole, parce qu'autrement, elle va s'étaler. Non, vas-y, je ferai une conclusion. Ouais. À propos d'une personne 10, on dit, il y a la qu'à. Hein? Il y a la qu'à faire un effort. Il y a la qu'à corriger ses fautes. Il y a la qu'à parler plus vite. Il y a la qu'à. Il y a la qu'à, il y a la qu'à, il y a la qu'à. Hein? Mais il y a la qu'à. Dans ce cas-là, on ne dit pas, il y a la qu'à marcher. Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi? C'est les biais cognitifs. Ghislaine vous en a fait voir un. Pourtant, on est tous persuadés qu'il y a une case qui est plus foncée que l'autre. On a des biais cognitifs qui sont issus de nos préjugés, de nos croyances, de nos stéréotypes. Et puis, ils sont dus aussi, surtout, à la méconnaissance du fonctionnement du cerveau. Et nous, c'est ce qu'on veut. Mais quand on ignore quand l'être humain ignore comment fonctionne son cerveau, comment peut-il comprendre le fonctionnement d'un cerveau dont le développement est neurologiquement différent du sien? Et surtout, comment peut-il l'aider, même avec la meilleure volonté du monde? Donc le but, la base, c'est de commencer par comprendre le cerveau. Donc, ça part de 2017, où il y a eu la grande cause régionale, décloisonner les savoirs et travailler ensemble avec un lieu ressource qui sera utile à tous. Parce que ce qui est fondamental, ce qui est indispensable pour les 10, eh bien, c'est utile à tous. Et c'est là-dessus qu'il faut partir. C'est là-dessus qu'il faut rebâtir quelque chose de nouveau. Partir d'un point faible, comme Montessori l'a fait. Et maintenant, tout le monde parle de Montessori. Parce que c'est utile à tous. La Maison des 10, ça va être le même principe. Donc, le cœur de la Maison des 10, ça sera l'exposition cerveau et développement. Et on est très fiers de nous, vraiment très, très fiers de nous, parce qu'on a fait une chose fabuleuse. On a fait un lien entre la science, la santé, l'éducation et l'engagement humain. On est très contents, parce que c'est des bénévoles passionnés d'Atoudis qui ont fait ça. Je salue ma copine Marie de là-bas, entre autres. Je salue aussi les autres. Il y a des représentants des équipes en neurosciences de Lyon, avec le centre de recherche en neurosciences. Il y a Heinemann qui est présent. Il y a le laboratoire psychologie et neurocognition du CNRS de Grenoble qui travaille aussi avec nous. On est très contents d'avoir fédéré tout ce monde. Mais avec nous, on a d'autres acteurs. On a les acteurs du parcours de soins. Vous allez entendre Vincent Desportes après, qui va vous présenter Fine. On a aussi le Centre Ressources Autisme, grâce aux chercheurs qui ont à nouveau dit « rejoignez-nous ». On a le parcours scolaire universitaire. Alors, pourquoi ils nous ont rejoints? Je vais poser la question à Serge Matteau. Pourquoi l'éducation nationale nous a rejoints dans ce parcours? Alors déjà, avant de répondre, je vais excuser Madame la rectrice qui n'a pas pu être présente ce soir. Et puis, ma position, il y a 2 inconvénients et un avantage.
2 inconvénients, c'est que je tourne le dos à la salle, que je passe en dernier. L'avantage, c'est que je ne suis pas face à la gardienne du temps. Donc, que j'ai vu assez maltraiter un petit peu les intervenants. Alors, pourquoi on vous rejoint et on vous accompagne? Bon, dire quand même qu'on ne se connaît pas que depuis ce soir, hein, avec Atoudis, puisque dans mes fonctions antérieures, j'ai eu l'occasion de vous solliciter pour des formations en direction des enseignants. Simplement parce que la sensibilisation, la formation est un acte essentiel dans la compréhension en fait, de ces troubles pour adapter la pédagogie et la prise en charge des élèves dont les enseignants ont la charge. D'ailleurs, je remercie en tout cas tous les enseignants qui sont présents dans cette salle et puis les soignants. On voit combien l'apport de la recherche est importante. Les IRM fonctionnels ne datent pas de si longtemps que ça pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et maintenant qu'on comprend de mieux en mieux le cerveau, on va pouvoir un petit peu adapter ou en tout cas compenser les manques de nos approches pédagogiques pour faire en sorte que ces élèves atteints de dits troubles du neurodéveloppement puissent apprendre dans de bonnes conditions parce qu'ils sont en capacité d'apprendre à condition qu'on les aide à comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Non, c'est bon. Merci Serge. Et puis bien sûr, il y a la FF10 pour toute l'insertion professionnelle et la vie quotidienne. Alors, l'exposition cerveau et développement, c'est la porte d'entrée, le cœur de la maison des 10. Elle a été faite avec des chercheurs, avec une base scientifique qui est la base de toute progression dans notre société. Et ça va permettre à tout un chacun, qu'il vienne là en visiteur, qu'il vienne là pour n'importe quelle raison, de connaître un peu mieux comment son cerveau fonctionne. Et à partir de son fonctionnement du cerveau, eh bien, il va pouvoir comprendre ce qui est différent chez les autres. Parce qu'on parle bien de trajectoire neurodéveloppementale. On ne parle pas de gens typiques et atypiques. On va s'efforcer d'effacer tout ça. Et on est très, très content parce qu'on a un soutien financier de l'ARS, qu'on remercie, et puis de la région. Et on compte bien faire le maximum pour que cette inauguration de l'exposition puisse avoir lieu à la fin de l'année 2026. On est certain que si tout le monde s'y va, on pourra y arriver. Alors, on va commencer par déjà le cerveau. Après, on va passer autour de la naissance, pendant la grossesse et au début des premiers mois de vie. Qu'est-ce qui se passe? La petite enfance, l'adolescence, l'adolescence, l'âge adulte. Il y aura une préparation de demain. Comment on peut faire tous ensemble pour agir ensemble, pour que le monde tourne un petit peu mieux. On ne va pas le changer, mais on peut simplement mettre une goutte d'huile dans les rouages pour que ça aille un petit peu mieux. Et puis, il y aura un endroit d'information et de ressources avec l'éducation nationale, avec Atypie Friendly qui participe. Alors, il y aura d'autres espaces. Il y aura des espaces dédiés pour approfondir ses connaissances, avec des projections de films, apprendre à mieux se connaître, à se respecter, avec des formations hybrides qui iront de l'éducation, mais jusqu'au monde de l'entreprise, parce que c'est un gros problème, l'insertion et le maintien dans l'emploi, comme l'enquête de la FF10 et de Poppins l'a fait voir. Il y aura aussi une façon de présenter du matériel d'examen pour réduire l'anxiété des enfants et de leur famille. Quand on va passer une IRM ou un autre examen qui peut paraître compliqué, ou peut-être même simplement une prise de sang, parce que ça peut effrayer aussi. Et puis des lieux conviviaux. Tout ça, ça va être en plus de l'exposition dans la Maison des 10 pour tous. Et puis surtout, ce qu'on veut faire, et ça on est très contents parce que Nathalie et moi, on a été à la première école de recherche participative. On veut rattraper le retard. La recherche participative, c'est quoi? C'est mettre les personnes concernées au centre. Ils ont leur expertise, et ça c'est un mot qu'on a appris pendant cette école, une expertise de l'intérieur, dont les gens ne profitent pas. Puis il y a les experts d'usage qui sont les familles, et tout ça, c'est définir ensemble des questions et apporter des réponses sous un angle totalement nouveau. Ça va produire des résultats qui seront différents, parce que la recherche, à l'heure actuelle, très souvent, c'est un chercheur qui a une idée, puis qui va chercher une petite patientèle pour voir si son idée elle est valable ou pas. Voilà. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est à partir de la recherche participative, c'est à partir du ressenti des personnes dire aidez-nous, pour que la recherche puisse travailler sous un angle différent. Et on veut surtout rattraper le retard actuel. On l'a dit avant, les troubles 10 sont nettement moins étudiés, il y a des recherches méconnues, et puis il y a un contexte financier
qui n'est pas favorable pour les troubles 10. Donc il faut qu'on rattrape tout ça. Alors, le temps passe, on nous parle d'école inclusive. Depuis 2001, le rapport Ragard, eh bien, il y a des choses. Quand est-ce que ça va sortir? Quand est-ce que notre société va être véritablement inclusive? Eh bien, nous, on veut contribuer parce que la folie, ça je vais prendre Albert Einstein, à qui on attribue, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On a fait beaucoup de choses, mais on a fait toujours les mêmes choses. Nous, on veut qu'à travers la maison des 10, eh bien, on fasse des choses différentes, qu'on sorte des sorties battues. Tout ça pour faciliter l'accompagnement des personnes ayant un TND. Et même aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de maladies, de troubles, d'accidents de la vie, qui vont avoir des répercussions, qui vont faire penser à certaines répercussions d'un trouble 10. Donc, les 10 sont une richesse pour la France. Et ça, il faut que l'État français en prenne conscience, tout simplement. Donc, nous, déjà, on a fait notre part. Alors, on n'est pas des colibris. Ce qu'on fait, on le fait en toute conscience. On ne va pas changer le monde, mais on a déjà offert plus de 600 000 € en tant que bénévole à l'État français et à tous nos concitoyens, parce qu'on veut que ça change. Voilà. Maintenant, ça peut être une réussite collective. On fait appel à tout le monde et on demande qui va se tenir à nos côtés pour accélérer la concrétisation de ce projet. Voilà. Il y a les collectivités territoriales. Il y en a déjà une qui nous a rejointes. On espère que ça ne sera pas la dernière, que ça sera la première d'une longue liste de collectivités territoriales. Il y a les entreprises, parce qu'il y a une perte de richesse pour les entreprises. Il y a les fondations qui doivent nous rejoindre, les élus, les ministères, et puis tous les citoyens. Alors là-dessus, je fais un appel. J'ai aucune honte à faire des appels. Vous avez un QR code, vous pouvez le scanner, vous pouvez faire des dons, ils sont déductibles des impôts, voilà. Mais ça nous permettra d'avancer. Et puis, si vous connaissez du monde, si vous connaissez des entreprises, il faut aller taper à la porte. Il faut aller taper à la porte pour que notre idée, qui date de 2017, eh bien, elle se réalise. Et elle peut se réaliser très, très vite, si tout le monde y met du sien. On a déblayé le terrain, on a labouré le terrain, on a planté les graines. Maintenant, on peut faire pousser les graines tous ensemble.